Rebonjour D'accord. tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Bienvenue, parmi nous. On est ravis avec Frédéric de vous accueillir pour ce webinaire. On va parler de microservices et de stéréotypes de microservices. Et donc, pour commencer, petite rapide présentation. Frédéric, je te laisse, Oui, te merci présenter en quelques Cédric. mots. Donc voilà, Frédéric Jean de Bien, j'étais déjà là pour la première session, si vous l'avez vu. Je suis toujours Solution Architect chez Axonic. Axonic est une société spécialisée dans le BDD, le CQRS et l'event sourcing, notamment dans la création de tools pour faciliter tout ça, parce que certaines personnes ont l'impression que c'est compliqué. Et nous, on est là pour justement faire en sorte que ce soit plus simple. Voilà, en quelques mots. Je te laisse la main. Yes. Pour ma part, donc Cédric Téton, je suis un des cofondateurs d'un éditeur bordelais qui s'appelle Promise. Et nous, Promise, on développe une plateforme de collaboratif pour permettre à des équipes de développement de partager plus facilement des connaissances et des bonnes pratiques, quel que soit le sujet. Donc, on est vraiment là pour aider les développeurs et développeuses à définir, à aligner leurs bonnes pratiques. Et donc, on travaille vraiment sur ce volet gestion de connaissances. Et donc, on dit que c'est le second volet parce que on fera un slide dessus après, mais on a déjà fait au début de l'été un premier webinaire sur la thématique justement des bonnes pratiques autour du DDD, Domain Driven Design, CQRS, Event Sourcing, qui était une première intro sur le sujet et qui était une première pierre sur une série de webinaires qu'on continue de creuser sur ce sujet-là. Et donc aujourd'hui, c'est la deuxième session où on a fait le choix avec Frédéric d'aborder plus spécifiquement les microservices et les différents stéréotypes. Voilà, donc pas mal de retours d'expérience aussi là-dessus. Donc ce que je te propose, on va pas attendre plus longtemps, hein, Frédéric. Voilà, je te laisse réaborder Ok. le sujet, représenter plus en détail de quoi on va parler aujourd'hui. Merci Cédric. Donc l'agenda, très vite. Je vais faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là la première fois sur le DDD CQRS Event Sourcing. C'est vraiment un rappel très rapide. Donc si vous voulez plus d'informations, la première itération était un peu plus détaillée. La deuxième va être plus rapide. J'ai présenté un petit peu ce que j'appelle le Chaos Oriented Architecture. C'est un retour d'expérience de ces 12 dernières années. Et ce que j'ai appelé le Stereotype Oriented Architecture. Donc, ces stéréotypes, bon, je vais en parler, c'est vraiment quelque chose que j'utilise depuis très très longtemps, que j'ai défini. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis dit, bon, il est temps d'expliquer un petit peu ces contraintes et ces stéréotypes. Donc là, je vais faire le rappel des DDD CQRS Event Sourcing. Pour ceux qui se souviennent, c'est toujours le même slide. Donc, le DDD, on va dire vraiment très très rapidement. Je sais que des personnes, par exemple, de Shodo, Jordan, Van Leeuwen, c'était très très rapide. Le DDD, ça permet quoi? Ça permet principalement d'être clair dans la définition d'un projet et de s'assurer que tout le monde communique de la même manière. Donc, on ne fait pas un soft pour la technique, on fait un soft pour le business. Okay, de là vient un langage, ce qu'on appelle le langage d'ubiquité. Donc, on doit parler le même langage business, hors des questions d'utiliser des termes différents et des termes techniques. Ça, c'est pour la méthodologie. Le DDD vient avec vraiment des concepts, le concept de domaine, bien évidemment. Généralement, ce domaine, on a envie de l'éclater en plusieurs sous-domaines. Bounded context, plusieurs noms selon la langue aussi. Ces bounded context sont le plus isolés possible, avec bien sûr des concepts partagés. Le plus possible, on essaie que ces concepts soient le plus légers, donc ce sont des références. Vous allez voir qu'ici, moi, je mets des contraintes dans la communication de ces bounded context qui sortent un peu du domaine du DDD, le Blue Book, si vous l'avez lu. Justement, on va en parler plus en détail. Avec toujours, pour rappel, dans les bounded context, qu'est-ce qu'on a? On a des agrégats. C'est quoi? C'est un ensemble, tout simplement, d'entités qui forment une cohérence. Et l'agrégat est là pour maintenir cette cohérence. Donc, généralement, on parle d'agrégat. Et là, je sors du DDD, je vais dans le CQRS, mais pour la partie write, on a une commande qui arrive, on doit la valider. Et en fait, on fait du divide and conquer, on va propager cette commande dans les entités et chaque morceau va valider. Le but étant de valider et de créer un événement. Okay, on a des entités, des value objects. J'espère que vous savez ce que c'est. Le CQRS.
très rapidement. Donc le CQRS est une façon d'implémenter le DDD, mais qui sort un petit peu du Blue Book. Le Blue Book a été écrit en 2003, donc forcément CQRS en 2010, si je ne me trompe pas. Donc il y a un espèce de trou dans la raquette. Qu'est-ce que va faire le DDD? C'est clarifier et être extensible et maintenable. C'est ce que nous apporte le DDD. Mais le CQRS nous apporte le reste de la hiérarchie réactive, c'est-à-dire être responsif. Personne n'aime avoir une application qui, quand on fait une petite opération, crash ou nous fait attendre à l'infini. Donc ça, c'est pas responsif. Donc pour être responsif, il faut être élastique et résilient. Élastique, c'est la capacité de scaler. Résilient, c'est la capacité à détecter un crash et le contenir. Donc, généralement, en couper et respawner un service. D'où l'interaction entre résilience et élasticité, parce qu'il faut être capable de réagir, de respawner, donc en fait de rescaler un service qui a craché. Et pour cela, le manifesto nous dit qu'il faut être message driven, et pas uniquement event driven, mais message driven. Le CQRS vient et joue dans la partie en disant, voilà, c'est quoi le concept? On a tous essayé de faire un gros modèle, d'écrire dans un gros modèle, de lire dans un gros modèle. Et au fur et à mesure, moi, de mes années d'expérience, je me suis rendu compte que optimiser un seul gros modèle, c'était très compliqué. Donc le plus facile était d'essayer d'optimiser dans un modèle particulier les écritures et dans plusieurs modèles les lectures. Chacun de ces modèles de lecture est lié à un certain use case de recherche. Okay, en plus de ça, le CAP théorème nous dit, bon, le monde d'aujourd'hui étant distribué, le partition tolerance, on doit être tolérant au partitionnement. Et comme on ne peut en choisir que 2 sur 3, on doit choisir la disponibilité ou la consistance. Forcément, la consistance va être pour la partie écriture, c'est là où on va valider le comportement, donc on ne veut pas ne pas être consistant. Quand je fais une petite transaction avec mon compte, moi je veux bien que la transaction soit acceptée alors que je n'ai plus rien sur mon compte, mais la banque pas, forcément. Par contre, quand je vais voir ma balance sur l'application, c'est pas trop grave que ce soit décalé de 5 minutes. Par contre, j'ai vraiment envie de voir ma balance. Donc, je veux que ce soit disponible. Que ce soit consistant, c'est un détail. Comment ça fonctionne? En gros, vu qu'on a 2 modèles, il faut synchroniser. Et on synchronise comment? Avec des événements. Et là, vous avez, pour rappel, une commande rentre dans le write model, elle est validée, produit un événement qui rentre dans les différents modèles de query. Et quand une query arrive, en fait, on fait juste l'appel à la DB derrière. Voilà, tout simplement. Vous avez les équations, très simples, je ne les rappelle pas. Et vient aussi l'event sourcing. L'event sourcing est plus le but à atteindre, en fait. Le CQRS, c'est un morceau du chemin, l'event sourcing est vraiment le but à atteindre. C'est remplacé, en gros, ça vient de... Donc déjà, c'est un concept qui date il y a très longtemps. Ici, je mets 1494. Je fais l'effort, vous avez vu, de ne pas le dire en belge. Mais ça date de bien plus loin que ça, en fait. On a retrouvé les tablettes sumériennes avec déjà cette façon de faire une sorte d'event sourcing, un double booking, en fait. Donc c'est une idée qui est vraiment très très vieille. C'est quoi cette idée? Au lieu de remplacer l'état d'écriture par juste une snapshot, un état figé dans une DB, en fait, on va juste écrire les événements. Et c'est ça qui vient, la source de vérité, l'état. Donc l'agrégat n'est plus quelque chose de figé en DB, mais est une séquence d'événements. Et quand on doit valider, l'agrégat est reconstruit sur cette histoire pour valider, faire la même chose. Donc créer les événements qui vont revenir sur alimenter les read modèles. Bien sûr, vu qu'on a une séquence qui grandit, on doit avoir un mécanisme pour optimiser cette réhydratation de l'agrégat. C'est ce qu'on appelle les snapshots. De temps en temps, on va venir injecter une snapshot qui est un état figé de l'agrégat. Donc, on pourra redémarrer l'ancienne snapshot, de la plus récente, et réappliquer les événements. Comme ça, on peut borner le nombre d'événements. L'event sourcing nous apporte beaucoup plus de choses. Notamment, si on a toute l'histoire écrite, on a l'audit log by design, ce qui est vraiment génial. Plus besoin d'avoir des softs pour faire ça. Mais on peut aussi reconstruire ou construire de nouveaux read modèles. Ils vont redémarrer à partir de 0. Donc quand la BI arrive et dit je veux un nouveau dashboard, en fait on ne fait pas de souci, on déploie le code, on démarre, ça démarre de 0. Ça prend un certain temps évidemment de tout reprocesser. Mais à la fin, ça peut prendre 3-4 jours, ça dépend vraiment de votre modèle, le nouveau dashboard est là. Il n'y a pas besoin de migrer les données. Donc c'est quand même
super intéressant. J'ai modifié évidemment les équations, mais c'est un détail. Alors là, je te laisse prendre la Et main, juste Cédric. pour rappeler, donc là, ce qu'on expliquait tout à l'heure, hein, cette première session qu'on a faite début juillet, le replay est disponible sur la chaîne YouTube de Promise. Donc voilà, ça s'appelait Les bonnes pratiques DDD CQRS. Si vous cherchez Promise, Axonic, vous allez trouver. Voilà, tous les webinars qu'on fait chez Promise, on les publie après sur notre chaîne. Donc voilà, cette intro-là et des concepts un peu plus avancés, vous pouvez les retrouver sur ce webinaire qui fait 45 minutes également. Voilà, c'est juste pour rappel, donc n'hésitez pas. Merci Cédric. Donc maintenant, la présentation de ce que j'ai pu voir dans le passé et toujours dans le présent. Donc en gros, quand on parle de microservices dans une architecture CQRS, je place bien le contexte, hein, dans une architecture CQRS, de niveau de maturité le plus haut, on a ce pattern-ci. On a un microservice qui est capable, en fait, sans contrainte, de dire je peux prendre une commande et fournir un statut en retour. Je peux prendre une query et fournir une réponse. Je peux bien sûr prendre les événements pour me réhydrater, par exemple, ou alimenter la DB hein, quand je veux répondre à une query. Mais je peux aussi produire des commandes, produire des queries et produire des événements, forcément. Tout passe par un message router ici. D'accord, donc là tu as juste une petite question, Oui. tu as un seul message routeur au final Oui, tout à fait. Donc c'était juste un seul, c'est pour que le pattern soit plus joli, pour éviter d'avoir plein de flèches dans tous les sens. Donc c'est plutôt la prise ici et la création en bas. Donc c'est un seul message router, oui, effectivement. Okay. Ce message router, ben, c'est pourquoi avoir un message router? Ben, c'est justement pour avoir le principe de location transparency. Je n'aime pas traduire les concepts anglais, mais là, bon, voilà, donc c'est la localisation transparente. Quand on envoie un message en microservice, on n'a pas besoin de savoir où il est. Okay. Malheureusement, quand on réplique le pattern, on se rend compte que ben, si tous les microservices ont le même fonctionnement, tout le monde est capable de produire, de processer chaque type de message. Qu'est-ce que ça devient? Ça devient vite ceci, que j'ai appelé le graphe du chaos, et que j'ai vu, selon mes 12 ans d'expérience, énormément. Alors, ce graphe de chaos, forcément, va nous créer pas mal de choses pas très sympas. Par exemple, comment débugger une opération qui ne se passe pas bien? Un user a fait une opération et a attendu un résultat. Ça peut démarrer d'un microservice, terminer sur un autre. Évidemment, le front-end est là pour réagréger ou un autre service pour réagréger. Hein. Donc la flèche pouvait venir du même. Comment débugger cette grosse mélasse de microservices? C'est pas toujours évident. Et Voilà. ça justement, ouais, quand on a des problèmes comme ça, quand on a comme ça un graphe très complet, ça tu l'as dessiné, mais demain, une entreprise ou une équipe, un projet sur lequel on veut reconstituer ce graphe, comment est-ce que tu conseilles de faire? Est-ce que c'est l'analyse de code, on dessine? Est-ce qu'il y a peut-être des outils qui peuvent nous aider à faire un diagnostic justement de l'existant? C'est une très bonne question, Cédric. Merci de la poser. Alors, effectivement, ça dépend un petit peu de la taille de l'entreprise et du code base, mais donc si on a 5 microservices, je pense que le redessiner, c'est simple. Généralement, on est plutôt dans une tranche, ça dépend ce que vous appelez microservice aussi, mais on est plutôt dans les tranches de 40-50. Donc, redessiner tout à la main et redessiner les interactions, c'est quand même quelque chose d'assez, c'est pas sympa à faire. Et il existe effectivement des produits. Par exemple, si vous tournez dans Kubernetes, vous avez des services mesh tels que Istio, Linkerd qui vous permettent de réécrire un peu les réseaux de telle sorte à détecter les différents services. Ça vous aide aussi à débugger. Dire par exemple, voilà, il y a quelque chose qui s'est mal passé et voilà toute la chaîne des services. Maintenant, ça vous aide à comprendre plus ou moins le chemin. Maintenant, comprendre ce qui s'est passé exactement. Pourquoi est-ce que ce service-ci n'est pas mis à jour et quand je réquisitionne quelque chose, je ne l'ai pas, ben, il ne s'est rien passé de mal concrètement. C'est juste que je n'ai pas l'information. Et ça, c'est très difficile à débugger. Donc, les services mesh sont là, mais jusqu'à une certaine mesure, évidemment. Alors, il y a encore pire que ça, c'est que d'un point de vue, quand l'équipe d'architecture
elle doit maintenir un modèle généralement, enfin moi je maintiens les modèles Archimède par exemple, pour calculer un peu les impacts en cas de crash ou d'indisponibilité d'un service pour n'importe quelle raison. Vous imaginez que dans des services pareils, c'est très compliqué parce que tout le monde se parle en fait. Tout le monde se parle et donc les business process ne sont pas quelque chose de matérialisé, ils sont dématérialisés dans un ensemble de microservices qui se parlent les uns les autres. Donc quand un crash, comment savoir quel business process logique est impacté? C'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Et pour rebondir sur ta question, Cédric, c'est vrai qu'on peut encore utiliser des Istio et des Linkerd pour imaginer les impacts directs du microservice qui crash, mais ça ne veut pas dire que si on, par exemple, on liste que l'ensemble de ces microservices sont impactés, comment faire le lien avec les business process qui, eux, sont complètement éclatés sur l'ensemble de ces microservices. Ben là, c'est pas facile à définir. Et ouais, j'imagine aussi que des fois, quand tu as des microservices qui communiquent via, des messages routeurs, que des événements sont envoyés et que, a priori, plusieurs microservices sont censés les traiter, tu peux peut-être avoir des problèmes des fois de cohérence, dans les business process. Si une partie des microservices a fait son job, l'autre l'a pas fait et là, tu as peut-être parfois de Exactement. l'incohérence et c'est compliqué de faire des rollbacks et de savoir comment tu corriges ça, quoi, Exact. j'imagine. Et par exemple, le problème qu'on a souvent eu, hein, c'est pas un microservice qui crache ou qui est indisponible, mais il rejoue un événement Ouais. qui crache. Il le rejoue à l'infini. Et là, tu dis, zut, il faut faire quelque chose. Donc, là, le problème, c'est qu'on n'a pas trop d'impact sur les autres, mais lui, il est dans un état qui est corrompu. Donc, si les autres l'appellent, il va donner une histoire qui n'est pas bonne. Donc, forcément, Mmh. c'est pas terrible. Alors, ok. Donc ça, c'est les problèmes que j'ai vus pendant des années. J'ai travaillé pas mal dans ce système-là, en me demandant à chaque fois pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de truc. Mais bon, voilà. Apparemment, l'être humain aime bien la complexité. Moi, j'ai la chance de détester la complexité. Donc, je me suis posé la question, ce graphe, ce full mesh de microservices, est-ce qu'on pourrait pas avoir quelque chose qui ressemble plus à un arbre? Alors, j'ai dit plus à un arbre parce que effectivement, on pourrait toujours avoir une sorte de cycle. C'est pas un arbre, forcément. Mais vous allez voir que ça ressemble de plus en plus à un arbre. Et donc, commençons avec un contexte que tout le monde connaît. Vous savez que j'aime bien ça, hein, si vous avez regardé les autres vidéos. Le contexte de la banque. Imaginez qu'on soit en pur DDD, là, hein, donc je ne parle pas de CQRS, Event Sourcing. On est trois bandes de contexte, Customer, Cart, Account, avec des interactions comme ceci. Donc le customer a un ID, la carte forcément un carte number est liée à un customer et un compte, le compte a un numéro, on le sait, et a aussi un owner. D'accord, donc le customer ici, tu me confirmes, il a aucune, lui, il a pas de lien direct avec le compte, quoi? Il pourrait, mais dans mon système simplifié de banque ultra simplifié, je n'ai pas d'interaction entre customer et carte et customer account dans ce sens-là. OK. J'ai des interactions dans les autres sens. Et après vient l'idée de dire, OK, mais moi j'ai des business process. J'ai aussi des sagas, comme on les appelle, et des process internes à chaque bounded context. Et je me suis mis, dans mes 12 ans d'expérience, je me suis dit, j'en ai marre que tout le monde se parle. Et j'aimerais bien définir des morceaux qui soient complètement isolés. Une idée un peu folle, parce qu'on me dit isolé dans des microservices, je dis, bah oui, pourquoi pas. Et je me suis dit, si je prends ce qu'on appelle les bounded context du DDD et que j'en fais en fait des services isolés, donc ils ne se parlent absolument pas l'un l'autre. Ils peuvent se parler à eux-mêmes, hein, c'est pour ça que j'ai mis des process qui sont internes. Le transfert d'argent, par exemple, pourrait être un process interne au compte. Le renouvellement de la carte peut être un process interne au domaine de la carte, mais par contre, on a d'autres process qui, par exemple, l'enregistrement du client. Généralement, dans une banque, on s'enregistre en tant que client, c'est pour créer un compte. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Et imaginons que le business process soit, quand on s'enregistre, on crée directement un compte. Donc, ça veut dire que je viens m'enregistrer, il se passe quelque chose, et ça va avoir un impact dans le compte. Donc, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire? C'est que Customer envoie directement un message à account. Mais je ne veux pas. Et on va continuer avec les autres process. L'ouverture d'un compte va me créer une carte automatiquement.
Encore une fois, on aurait envie de dire, bah, compte va envoyer un message à carte pour se créer. Mais je ne veux pas. Alors, encore pire que ça, c'est le paiement par carte. Je suis un magasin, je mets ma carte dans un terminal. Qu'est-ce que je veux faire, en fait, c'est m'assurer que la carte est bonne, que c'est bien moi. Quand on met une carte, c'est simplement s'authentifier dans le système, hein. Mais de cette carte, ben, en fait, je dois aller vers account. C'est lui qui gère mon argent, c'est pas la carte. Naturellement, on aura envie de dire, ben, la carte envoie un message au compte. Mais je ne veux pas. Donc, comment fait-on? Voilà un petit peu l'explosion d'interactions avec les services. Alors, ne pas confondre. Ce qui est orange ne veut pas dire lié à customer, bleu, lié à compte, etc. Non. J'ai repris la convention de l'event modeling. Donc, les events en orange, les commandes en bleu. OK? Donc, on le voit, on peut le comprendre assez facilement que Customer Registered vient de Customer. Et donc là, on a un process qui est externe à Customer, externe à Account, qui va lire ceci et en fait lancer la commande ouvre-moi le compte, s'il te plaît. Lui, bien sûr, va la processer et va répondre bah, j'ai ouvert le compte, qui va revenir ici, qui va terminer. Mais ça va aussi aller à l'ouverture du compte, par exemple, qui lui va dire bah, moi, j'aimerais bien que tu crées une carte. Lui, il reçoit j'ai créé la carte, ok, ben, je dois créer une carte, je génère l'ID par exemple, enfin, le numéro de carte, je m'assure que tout est bon. Et, oh zut, vous voyez, ça c'est carte created ici, évidemment, c'est une petite typo que je viens de voir, qui est repris dans l'ouverture de compte pour dire c'est terminé. Alors, le paiement par carte, on va voir, c'est un peu plus complexe, parce qu'ici c'est, vous allez le voir dans les stéréotypes, mais là c'est j'ai une carte et je veux faire un paiement. Et tout ça de manière synchrone en fait, bloquant. Je suis en train d'attendre au magasin. On ne peut pas accepter en disant oui, on a bien compris que c'est ta carte, vas-y. Puis en fait, j'ai pas assez d'argent. Non. Bien sûr, il faut valider la carte et valider le fait que j'ai assez d'argent. Voilà. On a aussi d'autres use cases. Par exemple, on se met d'accord avec le front-end, et le front-end, ou n'importe qui, hein, le BI, me dit oui, c'est très bien, tes barres de contexte, c'est super, mais moi je veux une vue et je veux un dashboard en fait. Je veux toutes les informations liées à un customer par exemple, et toutes les informations sous une certaine forme. Je ne suis pas intéressé par ceci, je ne suis pas intéressé par cela. Pas de problème. Au final, c'est quelque chose d'extérieur à tous ces contextes qui m'offre une vue. Donc, elle va en fait prendre les événements de chacun des barres de contexte pour créer quelque chose et le projeter dans sa petite DB comme elle l'entend. Donc, ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir ceci, tous ces services sans vraiment de contraintes de communication, je vais imposer des contraintes, en fait, et imposer des patterns des services pour en fait extraire les feuilles, plutôt de ceux qui pilotent les feuilles, donc les services de deuxième niveau. On va commencer avec celui qui est le plus naturel de définir en CQRS, bah, le premier, le right model, ce que moi j'appelle le domaine, qui a aussi un autre nom. Pour le moment, on essaie de trouver les bons noms avec l'équipe d'Axonic. Moi, j'avais défini domaine. C'est le right model. À votre avis, quels sont les messages, ou toi, Cédric, quel serait le message qu'un right model, donc qui gère les agrégats, qui est là pour valider, qu'est-ce qu'il aurait comme message à ton avis? Euh, je vais dire des bêtises. Tu vas dire des bêtises. Je préfère pas m'engager. Allez, je vais t'aider alors. Merci. Forcément, le but du domaine, c'est... Ah, je vois que mon fils est là. Merci mon loup. C'est de recevoir une commande, de la valider et de produire un événement. Mais donc c'est recevoir, produire un statut évidemment de retour, hein, parce qu'une fire and forget, c'est un mythe, ça n'existe pas. Donc, on retourne un statut, c'est OK ou pas OK, et on produit un événement. On doit aussi lire les événements pour reconstruire son état, forcément. Et donc parfois, j'accepte le fait de produire des commandes et d'attendre des statuts, mais qui sont propres à notre domaine. En fait, on s'envoie une commande à soi-même. Ça, c'est le premier pattern, ce que j'ai appelé le domaine, le premier stéréotype. Le deuxième, bah, la vue. Forcément, on est en CQRS, il y a write model, read model, ça semble logique. Je vais aussi t'aider, hein, Cédric. Donc, dans un modèle de vue, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut se construire au travers des événements et on veut répondre à des queries. Donc, je prends une query, je renvoie une réponse. Très simple celui-là. Aucune autre interaction. Donc, si vous l'avez compris, ces deux-là sont déjà des feuilles.
Donc on a déjà les feuilles de l'arbre, c'est pas mal. J'ai bien sûr une troisième, très très importante, les process. Donc là je prends normalement, si vous connaissez un petit peu l'event modeling ou l'event storming, je reprends les couleurs de l'event storming en termes de stéréotypes qui sont déjà définis dans l'event storming. On a exactement, enfin, le bleu c'est plutôt la partie commande, mais voilà. Et par contre le read model est en vert, turquoise, je ne sais pas vraiment comment le définir, et le process en mauve. Le process, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, lui, il est là pour recevoir des événements et prendre des décisions. Donc la partie commande. Parfois, il peut aussi lancer des queries. Moi, c'est quelque chose que je mets en parenthèse. J'essaie de le faire le moins souvent possible, mais c'est autorisé. Donc l'idéal, ce serait de juste lancer des commandes à partir d'un événement. Donc le trigger, si je peux dire, c'est un événement. On a un autre, le saga. Je n'aime pas trop le mot saga parce qu'il y a des confusions avec le saga pattern. Donc moi j'appelle ça le command agrégateur. C'est plus explicite dans le nom, mais concrètement c'est le saga pattern. Mais bon. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, lui, le trigger, c'est une commande et le but est de renvoyer un statut. Et donc, ben, ok, si je suis un commande agrégateur, c'est-à-dire que je produis aussi des commandes et que j'attends des statuts. Par exemple, le paiement par carte, ben, je vais lancer une commande à la carte pour dire utilise. Ben, j'aimerais bien t'utiliser, donc utilise-toi s'il te plaît, je vais te fournir toutes les informations, le code, etc. Est-ce que je peux m'utiliser? Est-ce que je suis toujours valide? Est-ce que je ne suis pas bloqué, etc. Il y a vraiment une validation métier. Si j'ai utilisé le code, je dois resetter, donc je dois modifier le, le modèle, c'est vraiment une commande. Et je retourne un statut. Peut-être que dans ce retour, je peux aussi donner des informations de compte. Ce serait intéressant, parce que je l'ai. Comme ça, on n'a pas besoin de faire de query, par exemple. Et si tout est bon, je peux utiliser la carte, je vais envoyer une autre commande à compte qui va dire, écoute, tu peux enlever l'argent. Enfin, si tu peux enlever l'argent. Le compte va répondre oui ou non. Et puis, il va retourner le statut. Donc là, c'est la commande agrégateur. Et enfin, le dernier, celui-là est assez choquant pour certaines personnes. C'est ce que j'appelle le protocole. Quand on a un niveau de maturité assez élevé dans l'architecture, on a souvent un message broker. Je dis bien message broker, n'entendez pas des choses comme des queues, des topics, etc. C'est plus orienté CQRS. Hein. Donc, je veux vraiment dispatcher les commandes, les queries et les events. C'est ça qui m'intéresse. Et les statuts et les réponses, évidemment. C'est un broker d'un plus haut niveau que ce qu'on connaît. C'est quoi ce protocole? Ben, lui n'est là que pour fournir les messages. Donc, en gros, imaginons, je vais montrer l'exemple évidemment, mais on pourrait dire, dans tout mon système, j'offre des services, vraiment des déployables, qui n'implémentent que les protocoles, par exemple du gRPC ou de l'HTTP. Et eux sont là pour interagir avec le système, donc le broker, pour dispatcher les messages aux différents autres stéréotypes qui, eux, vont me répondre. Donc, en gros, si je mets tout ça en musique, à quoi ça ressemble une architecture CQRS avec stéréotypes? À ceci. On a un message routeur au milieu, le protocole, donc lui, les utilisateurs sont là, le front-end, hop, attaque le protocole qui lui dispatche les queries et les commandes. Alors, parfois, effectivement, on récupère des événements, ça dépend un peu du protocole, si c'est réactif ou pas. Ça dépend un petit peu de l'architecture front-end. On a la vue qui est ici, qui est, est là pour répondre à des queries. Hein. Donc on lui envoie une query, fournit une réponse, qui viennent en fait du protocole. Vous voyez, ça rentre ici, ça va venir ici. Bien sûr, pour se construire, elle a besoin d'avoir les événements, comme je l'ai dit. Le saga pattern, le domaine, le process, chacun défini ici en bas. Alors ce qu'on peut voir sur l'image, c'est que si je fais très attention, je me rends compte qu'en fait ceci, la partie supérieure, excusez-moi, j'ai quelque chose dans la gorge, voilà. Ça représente plus ou moins la user experience en fait. Parce que d'un point de vue métier, le protocole que j'utilise n'a pas vraiment d'importance. La vue, à part pour le business, la BI, par exemple, qui me dit ouais, j'ai peut-être besoin de ces informations-là, mais dans le comportement de ma carte, de mon compte, de mon transfert, de mon renouvellement, etc., ces protocoles et ces vues n'ont aucun intérêt, enfin, n'interviennent même pas. Donc, on peut dire que la partie ici, ces trois services, représentent vraiment le métier, le comportement métier.
Ça met une petite question, Ouais. Frédéric, excuse-moi. Là, par rapport aux 5 patterns que tu présentes, est-ce que ça veut dire que tu recommandes vraiment d'avoir exclusivement ces 5 patterns-là? Ou est-ce qu'on peut s'autoriser parfois des patterns hybrides, modifier un peu certains patterns, ou est-ce qu'il vaut mieux éviter justement? Alors, c'est une bonne question, Cédric. Donc moi, ce sont des patterns généralement que je mets, donc moi je ne contrains rien du tout. Hein, je n'impose rien, ce sont des conseils. Mais par exemple, mes services domaines, j'ai mis par exemple ici hein, la commande et le statut à l'extérieur du message router parce que je m'autorise à envoyer des commandes à moi-même. Ça paraît bizarre, mais par exemple, faire le transfert de compte, c'est un process interne. Donc ça veut dire que je suis dans un domaine, mais j'ai le fonctionnement d'un process à l'intérieur. Donc on peut mélanger ces différents stéréotypes dans des domaines. Le tout est le plus important, c'est de continuer à isoler les feuilles. Mmh. Donc, isoler le domaine et la vue doivent être isolés. Ça doit rester des feuilles de l'arbre. La saga, le process et le protocole, ben forcément, par design, ce ne sont pas les feuilles. Eux sont là pour justement créer, ce sont des services de second niveau. Ils sont là pour créer, pour utiliser les autres. Mais est-ce qu'il n'y a que cela? Moi, j'utilise cela. Si vous voyez d'autres, ça m'intéresse. Dans le passé, j'ai utilisé les event aggregators aussi. Donc, on reçoit des événements et on reproduit des événements. Maintenant, je ne l'utilise plus. J'avoue qu'en CQRS et en DDD, ça a tendance à casser un petit peu les principes, donc je ne l'utilise plus, mais il est valide. C'est juste que maintenant, dans les architectures, je ne l'utilise plus. Mmh. Et le terme saga, petite curiosité, pourquoi Alors, saga? Ça vient d'où, tu sais? oui, c'est le SIGA pattern, donc c'est quand on veut faire des transactions qui spannent sur plusieurs domaines, D'accord. quand les choses deviennent distribuées, on n'a plus qu'une seule DB avec une transaction, ça crache en rollback. Alors là, maintenant, on parle de plusieurs services, et donc, quand tu fais une opération qui spanne sur plusieurs bounded context ou sur plusieurs services, on va simplifier, bah, parfois tu dis, je suis à l'opération du milieu et je crache. Mmh. Parfois, ça a du sens de compenser et de dire, bah, la première opération qui a réussi, je dois la compenser et lui dire, écoute, défais-toi. Parfois, ça n'a pas de sens de compenser. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas le terme saga, parce qu'on ne va pas rollbacker systématiquement. Par exemple, si j'ai réussi à créer le client, mais que je n'arrive pas à créer son compte, ou que je n'arrive pas à créer sa carte, je ne vais pas dire au client, excuse-moi, hein, tout s'est bien passé, mais en fait non, donc casse-toi maintenant. Bien sûr que non. Donc on ne va pas rollbacker, on va essayer de faire fonctionner le système. La création n'a pas fonctionné, mais on va essayer de en réitère. Peut-être que le service est en train de cracher. Si je mets tout ça en musique avec un exemple bah, axé sur la banque, bah, mon protocole, j'ai décidé de faire HTTP. Ne me dites pas reste, s'il vous plaît, je vais devenir sensible. C'est vraiment un protocole HTTP. Euh, J'ai une dashboard, customer dashboard, donc c'est vraiment là où le client, imaginons le business vient me dire, moi je suis intéressé que par une dashboard. Ok, parfait. J'ai le paiement par carte, hein, donc comme je l'ai expliqué au terminal, qui lui est une saga, ou un commande agrégateur, je préfère le terme commande agrégateur, mais bon, voilà. J'ai mes trois domaines ici, customer account carte, qui parfois s'envoient des messages à soi-même, hein, le compte notamment, les autres pas. Et j'ai mes deux process, donc la création l'enregistrement du client et l'ouverture du compte, avec chacun leur attaché alors. Et parce que je suis Axonic, évidemment, ce serait dommage de ne pas mentionner l'Axon Server, qui lui est un routeur de messages vraiment designé pour le CQRS. Donc il dispatche tous ces messages-là avec la bonne sémantique. La sémantique est différente de commande à query à event, les sémantiques sont complètement différentes. Et en plus, stocke les événements pour moi. Donc, c'est vraiment un all-in-one. Voilà. À partir de là, je te, Yes. Hem, je peux partager, je ouais, peux vous montrer un tu exemple peux dans le montrer code, un si vous exemple, voulez. ouais, au niveau Voilà. de à quoi ça ressemble en pratique, En avant de pratique. conclure? Donc, ma petite banque, elle existe. Hein, c'est vraiment un projet qui est disponible sur GitHub. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien. Donc, c'est un monorepo en Kotlin. Ah, je lis à la fois les questions, mais je ne peux pas parler et lire, donc je lirai après si. Je te Oui. transférerai. Donc, j'ai vraiment essayé de mettre tous les stéréotypes dans des sous-modules Maven là, parce que les gens me demandent du Maven, pourquoi pas. Et on peut voir très facilement que si je cherche le comportement d'un compte, ben, je vais dans domaine et je vais dans compte.
Là, j'ai son API. C'est quoi son API? Ce sont simplement un peu de modèle, des commandes et des événements. Donc c'est du Kotlin. Je ne vais pas je fais pas la guerre Java Kotlin. J'adore le Kotlin, c'est beaucoup plus concis et beaucoup mieux designé. S'il vous plaît, ne me lancez pas les tomates. Et voici en gros l'exemple d'un stéréotype. Vous voyez que je n'ai que trois classes, enfin que trois fichiers, pardon, avec en plus l'application Spring Boot. Donc en gros, j'ai mon agrégat qui peut être très simple, hein, voilà. Et imaginons le process de transfert qui est, grâce à la stack Axon, très très simplifié. Alors, vous voyez, petite confusion, c'est que le process s'appelle Saga. C'est une erreur dans le framework qui va être renommée dans la version suivante. Donc ne soyez pas perturbés. Et maintenant, vous comprenez pourquoi je n'aime pas utiliser le terme Saga, parce qu'on a fait des erreurs dans le nommage. Mais voilà. Donc ceci est un service déployable en Docker. Ça peut Très être bien. assez simple. Je partage, on a eu 2 questions, je propose qu'on les prenne maintenant Oui. avant d'enchaîner. Christophe qui nous pose alors une première question qui est, est-ce que l'event modeling est indispensable pour que le DDD fonctionne? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors, je ne peux pas te dire si c'est indispensable, je peux te dire que je ne le ferai jamais sans. Voilà. Moi, c'est l'event modeling. Si je veux être impartial, je te dirais, je ne sais pas s'il est nécessaire, mais si je veux être un petit peu plus orienté, je dirais, s'il te plaît, fais-le. Voilà. C'est D'accord, vraiment pour moi, je veux dire, moi personnellement, oui, indispensable. Et on a designé des systèmes pendant des années en DDD et en CQRS qui ont fonctionné sans event modeling, enfin sans l'event modeling tel que spécifié. Mais en tout cas, il le facilite énormément. Ouais. ça marche. Et François nous pose une autre question. Est-ce que les services de type protocole sont spécifiques à chaque point d'entrée dans le système? Est-ce que, qu'en gros, quand tu as 2 apps front, ça te donne 2 services HTTP? Alors, c'est pas nécessairement le cas, mais ça peut l'être. Et notamment, imagine, moi, ça m'est arrivé, j'avais plein de clients, j'étais dans un système fortement intégré. Et il y a des clients qui sont très, très old school, qui me demandaient du SOAP, hein. Donc là, j'avais une crise cardiaque, mais bon, voilà. Et d'autres qui me disaient, moi, je veux faire du REST. On leur disait que dans un système CQRS, du REST, ça n'a pas de sens. On fait plutôt du RPC. Donc, désolé, messieurs, ne criez pas. Donc, on fait de l'HTTP, RPC. Et d'autres qui vont me dire, moi, je suis super réactif, je veux du Thrift. Ben là, du coup, tu n'as pas le choix. Tu fais, oui, deux, trois déployables différents. Et si par contre, tu te rends compte que les deux clients sont, peuvent fonctionner avec du RPC sur HTTP, du JSON RPC par exemple, over HTTP, et qui disent oui, bon, on va pouvoir s'y mettre, pas forcément la nécessité de splitter. Par contre, c'est toujours, moi, j'ai l'habitude de le faire quand même, de vraiment leur offrir quelque chose de custom. Parce que si un veut changer, j'ai pas envie d'impacter l'autre. Et donc, je préfère dire, OK, je préfère même dupliquer, dire j'en ai deux, et voilà, celle-là, c'est le même code, mais celui-là sert le client 1, celui-là le client B. Et si on me demande de changer, bam, alors je fais un nouveau projet, etc. Mais au niveau runtime, il n'y a pas d'impact. C'est plus ou moins ce que je fais. J'espère que ça Ça répond marche. à ta question, François. Et alors, juste un petit point de vocabulaire, Lionel demande par rapport à la question précédente, ce qu'on appelle event modeling, est-ce que ça Oui, correspond à l'event storming ou c'est pas le même concept? ce sont deux choses différentes avec comme but la même chose. Ok, C'est-à-dire, ce sont deux pratiques différentes créées par deux personnes différentes. Et le but est de, en fait, designer un système événementiel. Je vais dire événementiel, mais au final, c'est plus que ça parce qu'on parle de commandes, on parle de vues. Donc, généralement, ça va très très bien avec le CQRS. L'event sourcing n'a pas vraiment c'est pas vraiment nécessaire dans l'event modeling, hein. Donc, bien sûr, faites de l'event sourcing, s'il vous plaît, mais l'event modeling est là pour, en fait, modéliser ton système, avoir une documentation métier fournie par les gens du métier et les techniciens tous dans une salle. Et les pratiques sont légèrement différentes, mais l'outcome, donc le résultat, est sensiblement le même. Le but est d'avoir vraiment un landscape business et des interactions de ton système. À partir de là, le business C a une documentation métier, les architectes sont très contents parce qu'ils ont une autre documentation et les développeurs ont le nom de tous les messages, le nom des agrégats,
le nom des process. Ils savent quoi faire en fait. Voilà. Ça marche. Bah, parfait. Bah, écoute, je te propose on termine, enfin, on passe sur la partie slide, il nous reste un ou 2 points à voir pour Bien terminer sûr, et puis après on reprendra les autres questions en suivant. super. Donc maintenant, peut-être si on prend un petit peu de recul par rapport à ça, donc là, on a parlé finalement de patterns de microservices et finalement, quand on le met en place, ces microservices dans une organisation, ce qui est important, c'est que, bah, les bonnes pratiques associées à ça, soient connues par le plus grand monde et les bonnes pratiques vont adresser plein de domaines, hein. On peut parler de là ici de microservices, mais ça peut être de la sécurité, des logs applicatifs, de l'archi, du Java, ce que vous voulez. Donc il y a quelques animations si tu veux passer rapidement dessus. Oui, bien Alors en sûr. gros, bon, le message simplement de rappeler que la problématique du knowledge sharing, du partage de connaissances en général, c'est quelque chose en fait que les entreprises ont parfois du mal à trouver des solutions efficaces et pour autant on sait que c'est quelque chose qui a un impact malgré tout, voilà, sur la performance business des entreprises. Donc ça, c'est l'argument d'autorité, on va dire, voilà, c'est l'étude McKinsey qui allait dans ce sens-là. Si tu avances encore un peu, voilà, en gros, ce qu'elle montrait, c'est que l'entreprise qui était performante niveau business, on avait un bon niveau de knowledge sharing derrière, quoi. Et donc, de manière générale, en fait, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin par rapport à ça. Je Ce que t'en je prie, veux. Oui, passe au slide suivant, ouais. Et donc là, aujourd'hui, bah, c'est aussi pour ça que Promise, on a essayé d'apporter quelque chose de nouveau par rapport à ça. On essaie de répondre à une problématique, comment est-ce qu'on peut aider les équipes à définir, à partager au maximum, tout un ensemble de bonnes pratiques. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de capitalisation dans les process des équipes sur, les discussions informelles, les échanges qu'on peut avoir sur les Slack, les Teams, où on parle de bonnes pratiques, mais c'est des choses qui sont de la connaissance qui se perd, c'est dommage. On a des problématiques aussi avec quand on maintient des wikis qui sont assez génériques, on a du mal à trouver un process pour maintenir à jour cette information et pour la rendre accessible et pour qu'elle soit lue au quotidien. Quand on développe, on a généralement très peu d'outils. On a notre IDE, notre outil de revue de code. Si la connaissance n'est pas intégrée là-dedans, finalement, elle est assez peu consultée. Et donc, notre credo, c'est de dire qu'une connaissance, elle a de la valeur que si elle est partagée. Et il y a un vrai défi dans les organisations, c'est comment est-ce qu'on crée de la connaissance pour les développeurs et les développeuses et comment est-ce qu'on fait circuler cette connaissance parce que finalement, c'est ça qui a de la valeur, c'est quand les gens récupèrent cette information au bon moment. Et donc, bah, finalement, c'est à ça qu'on essaie de répondre avec Promise. Et là, bah, on va juste montrer, si tu peux revenir dans ton IDE, à quoi ça oui, ressemble bien finalement sûr. ce use case. Donc là, si on se remet dans le contexte, voilà, Frédéric est dans une organisation, on va tomber sur quelque chose qui te pose problème, hein. Est-ce que tu peux Ouais, juste présenter ce voilà. pattern-là? Donc voilà, je suis dans un agrégat, donc dans un domaine service. Hein, si on se souvient, je permets d'envoyer des commandes, mais seulement dans mon propre domaine. Et ici, je détecte qu'un des développeurs a décidé de dire, ah oui, mais on m'a dit que, ben voilà, quand on arrive à faire un retrait d'argent, quoi que ce soit, on va notifier le customer. Et notify customer, imaginez que c'est une commande de customer, donc du contexte customer. Donc, bien sûr, on récupère l'identifiant du customer d'une certaine manière, parce que même là, je ne l'ai pas, mais c'est parce que j'essaie de vous faire un exemple, avec un certain message. Évidemment, cet envoi de message n'a pas sa place ici, parce que ça veut dire que je vais faire une interaction. Et donc, le business est morcelé dans des contextes qui devraient être complètement isolés. Mmh. Et donc, facilement, guide-moi, Ouais, Cédric. donc Moi, là, je l'ai bah, déjà là fait, mais typiquement dans ce cas d'usage, ce qui est être intéressant, c'est que Frédéric, capture cette information pour, la présenter ensuite à son équipe et donc c'est grâce au plugin Promise, on a des plugins pour les principaux IDE du marché. Et donc là, tu as une option qui s'appelle Identify Practice. Donc là, ce que tu vas faire effectivement, c'est proposer un exemple de bonne pratique à suivre, voilà. Et donc là, ici, tu vas cliquer en bas sur Create a new practice. Voilà et donc je donc là, dis, j'ai déjà sélectionné le ouais, CQRS. tu Je rentres ne dans sais pas comment il ton a fait, mais voilà. ça parce qu'il sait que tu es dans le bon espace. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, tu peux juste nommer ta pratique, c'est le deuxième champ. Donc là, bah, tu peux la nommer Domain suivant, voilà. service or still, yeah, service should only use its messages, par exemple. Voilà. Exactement et donc là, bah, l'opération derrière, c'est de dire est-ce que c'est plutôt un exemple ou un contre-exemple? Là, on est plutôt sur un contre-exemple parce que la Ouais. bonne pratique finalement elle a pas été suivie quoi, tout simplement, voilà et là, ça part dans Promise
Et donc là, c'est voilà, c'est une étape qui permet ensuite, toi, tu restes dans ton IDE, tu fais du travail, voilà, tu peux identifier d'autres choses, mais ça, c'est de la connaissance qu'on envoie dans la plateforme. Et donc, bah, juste pour montrer, bah, derrière finalement à quoi ça ressemble et là, je te Je pique coupe le juste partage? ouais, je pique Ouais, l'écran juste pour terminer allez. le webinaire. Voilà, ça derrière après dans la plateforme, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir partager ce genre d'informations avec son équipe. C'est-à-dire que derrière avec, Promise, ce qu'on fait, c'est que comme tout le monde contribue, on va se retrouver régulièrement, une fois par mois, pour faire ce qu'on appelle des ateliers, autour des bonnes pratiques. Donc on est ensemble et donc là, chaque personne ici, bah, Frédéric pourra présenter son point de vue au reste de l'équipe pour qu'ensuite on en discute, qu'on se mette d'accord ou pas avec son point de vue. Et ça, c'est une connaissance qui va être ancrée dans Promise, qui sera accessible dans les IDE, qui pourra peut-être être détecté automatiquement. On a des systèmes aussi qui permettent de faire ça. Voilà. Et donc c'est toujours en fait cette idée de se dire, quel que soit le sujet qu'on aborde, le CQRS, le microservice ou de la sécurité peut-être demain, c'est toujours intéressant de se dire, bah, il y a de la matière à connaître et malgré tout, bah, dans une entreprise, tout le monde n'a pas connaissance de ces bonnes pratiques et l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour aider les gens à s'approprier ces bonnes pratiques. Donc voilà, c'était la petite note pour aller un peu plus loin, pour Bob, c'est terminer moi juste alors. C'est moi comment? Bob. Donc je Exactement, vois voilà. Bob. Désolé, je Voilà, t'ai je ouais. suis Bob. Donc Juste voilà. pour, voilà, pour terminer, pour aller un peu plus loin donc sur ces sujets, donc voilà, Frédéric, quand on a mis sur, au tout début de la présentation, tu es dispo sur LinkedIn, Twitter, il y Oui. a des ressources sur Axonic, Ça, ce sont donc les ressources, effectivement. Et voilà. alors, en plus de ça, si je récupère le contrôle de mon écran, ben, voilà un peu nos informations. Donc ici, c'est un QR code pour que vous pouvez directement scanner avec votre GSM et scheduler un petit call avec moi pour en discuter. N'ayez pas peur, je ne mange pas, je suis très accessible. Il y a quelques liens aussi sur Axonic. Donc je rappelle un petit peu Axonic pour ceux qui ne connaissent pas, hein. Donc c'est vraiment une société axée sur le DDD, CQRS Event Sourcing. On crée des softs comme des librairies, notamment le framework est open source. Ça vous aide à vraiment implémenter CQRS et le DDD et CQRS. Et le serveur est là. Lui, il y a une version communautaire et une version enterprise, bien entendu. Et là, pour router et stocker vos événements, router les messages et stocker les événements. On a aussi d'autres modules d'encryption, etc. Donc, beaucoup de produits super intéressants. Top. Et bah, Voilà. de bah, côté Promise, donc là, pareil, donc c'est des choses qui peuvent être, voilà, qui vont être complémentaires à ce genre de démarche. Donc voilà, s'il y a des sujets autour du partage de connaissances, de bonnes pratiques dans vos équipes, voilà, juste pour info, l'outil existe en version cloud, en version on-premise, si vous souhaitez tout héberger chez vous. Et on a une version freemium qui vous permet, voilà, de démarrer sans durée d'utilisation, juste avec un nombre maximum de bonnes pratiques que vous pouvez créer. Cool. On a quelques petites questions, je crois. Je ne sais pas si tu y as accès, ou si est-ce que tu veux que je te les... Oui. Non, Ouais, non, j'ai accès aux tu as accès? questions. Voilà. Alors, Donc on a des on a questions dans le... Hop, on a une question de Yves Yves Laurent. Laurent. Ouais, Voilà, on a un ensemble de microservices M1, M2, M3 qui sont appelés successivement sur une view, par exemple. Pour apprendre ce dernier. Là, je ne suis pas sûr de comprendre parce que la vue ne s'app- Donc, c'est plutôt pour moi, ce que je préconise, c'est les trois services M1, M2, M3 ne communiquent pas directement l'un avec l'autre. On a un process au-dessus de ça ou une saga, enfin, comme un navigateur. Selon ce qui se passe dans les services, des événements vont être produits ou non. Et là, c'est la vue qui va prendre ces événements. Okay, donc, s'il y a quelque chose qui crache, c'est dans le process qui va être notifié ou la saga. Là, on peut prendre, là, c'est un process, donc on fait ce qu'on veut. On peut créer un ticket dans Jira, ça dépend un peu de votre système. Mais la vue ne va pas voir les crashs d'un process ou d'une saga. Elle voit les événements. Okay, donc, je ne suis pas certain de bien comprendre la question. On va y revenir. Donc, event modeling et event storming, je pense qu'on a ça. répondu. Ouais, tout à fait, ouais. Et un event modeling est-il Et indispensable? On a répondu aussi. Pour moi, oui, faites-le. Donc, si vous avez vraiment une société qui structurellement vous permet de faire un storming, qui va un petit peu, c'est une autre approche, faites-le. Moi, je préfère l'event modeling. J'ai clairement, voilà, j'affiche. Je dis pas que l'event storming n'est pas bien, c'est extrêmement complet, c'est une très très bonne pratique. Malheureusement, selon
des sociétés, c'est très difficile à mettre en place. Donc commencez avec un event modeling peut-être qui est beaucoup plus facile à mettre en place, qui est plus pragmatique. Si vous avez la chance d'aller jusqu'à l'event storming, faites-le. Mais faire des systèmes distribués event-driven, ne serait-ce que event-driven déjà, sans event modeling, je ne le conseille pas. Voilà. Ça marche. On a répondu à toutes On a les fait le questions. tour des questions. On a encore quelques minutes si les personnes ont d'autres questions. Sinon, comme on l'a dit, on est facilement joignable respectivement voilà, pour pousser davantage de questions. Ce webinaire sera, comme les autres, disponible dans la journée, je pense, Oui. en ligne sur notre chaîne aussi, si vous souhaitez le revoir ou le partager. Alors moi, ce qui m'intéresserait, Cédric, c'est de tester quelque chose en live complètement. C'est de voir un petit peu un sondage sur est-ce que la présentation vous a plu ou pas. C'est toujours dangereux, mais alors, je ne sais pas comment on fait pour recréer le sondage, mais faites-moi des petits thumbs up On va le ou faire dans quelque chose le comme ça. chat. Voilà. On va le faire à l'ancienne. Christophe nous tient à 4 sur 5. C'est pas mal. Merci Christophe. Il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps apparemment. 5 sur 5. Merci. 5. C'est gentil. Wow. Ok, c'est pas mal. Super. Merci Alexandre. Génial. Bah écoutez, voilà. Donc ça vous a plu. Tant mieux. Puis n'hésitez pas aussi à nous partager dans le chat si vous avez peut-être des idées sur des sujets autour de ces thématiques. Il y a beaucoup à creuser. C'est des sujets chez vous en ce moment. Peut-être qu'on peut aussi apporter du contenu prochainement. Donc s'il y a si vous avez des demandes ou vraiment des sujets en particulier qui vous intéresseraient qu'on aborde lors d'un prochain webinaire, on est complètement preneur. Donc voilà. Ce sera avec plaisir. Et merci pour vos retours en tout cas chaud. Merci Christophe. C'est un peu mon métier, donc c'est normal que j'évoque l'event sourcing qui m'intéresse. Mais merci. Malgré tout, c'est bien. Voilà. C'est toujours intéressant de toujours bien de le souligner. Parfait. Merci tout le monde. Écoute, ouais, ça fait 13h28, je pense qu'on est pas mal. Donc, si on n'a pas d'autres questions, voilà, je vous propose qu'on s'arrête ici. Encore merci beaucoup Frédéric pour Merci à toi, Cédric. tous les échanges. Et puis, écoute, j'espère qu'on pourra se recroiser lors d'un prochain webinaire. Évidemment, Prochainement, on vous tiendra informé. On va travailler là-dessus. Merci à tout le monde pour votre présence. Très bonne journée, à bientôt. Cédric. Merci Frédéric. Ciao.